Bonjour, vous écoutez Radio Cessert, votre podcast quotidien dédié à la cybersécurité. Je suis Marc-Frédéric Gomez, j'espère que vous allez bien. Au programme de ce Flash Info Cybersécurité du dimanche 5 avril 2026, une campagne automatisée d'exfiltration de credentials via la vulnérabilité React-to-Shell dans Next.js documentée par Cisco Talos, 2 kits de phishing ciblant les chercheurs d'emploi, usurpant la marque Coca-Cola et Ferrari avec un bypass de la MFA en temps réel, Ghost Student Scam, usurpation d'identité via de fausses inscriptions universitaires aux États-Unis pour détourner des remboursements fiscaux. Une amende de 4,5 millions de dollars proposée par la FCC contre un opérateur vocal pour acheminer des robocalls frauduleux depuis un prestataire non référencé. Une chaîne d'attaque complète contre les architectures multi-agents d'Amazon Bedrock par prompte injection publiée par Unit 42. La CVE 2026 35535, c'est une élévation de privilège root dans sudo via la fonction execmailer. La CVE 2026 3300, exécution de code PHP arbitraire sans aucune authentification dans le plugin WordPress Everest Form Pro. Et enfin, la CVE 2026 34982, contournement de la sandbox de Vim et exécution de commandes de l'OS à l'ouverture d'un fichier forgé. Les chercheurs de Cisco Talos ont identifié une campagne automatisée à grande échelle exploitant React-to-Shell, une vulnérabilité d'exécution de code à distance affectant les applications Next.js. Référencées sous la CVE 2025 55182, les attaquants vont déployer un framework personnalisé baptisé Nexus Listener pour extraire et centraliser automatiquement des données sensibles issues de certains autres compromis, que ce soit des tokens cloud, des credentials de base de données ou des clés SSH. L'automatisation à haute vitesse du framework permet d'établir un accès persistant non authentifié sur les systèmes ciblés. La centralisation des données collectées constitue le point technique distinctif de cette campagne. Elle permet aux attaquants de cartographier l'infrastructure des victimes en vue d'attaques ciblées dans les mouvements latéraux et d'atteinte à l'intégrité des chaînes d'approvisionnement. L'exploitation de métadonnées cloud, notamment via des instances AWS non configurées en IMDS-v2, figure parmi les vecteurs de collecte documentés. Des indicateurs de compromission sont disponibles dans le rapport complet publié sur le site de Cisco Talos. On a 2 campagnes de phishing qui ciblent des chercheurs d'emploi qui ont été documentées et qui usurpent les identités de Coca-Cola et Ferrari. Selon Bitdefender, les kits déployés dépassent le simple vol de credentials. La campagne de Coca-Cola repose sur une fausse page de planification Calendly invitant la victime à se connecter via Google. Le kit va simuler une fenêtre Chrome authentique avec une barre d'adresse affichant account.google.com, mais il ne s'agit que d'un rendu graphique intégré à la page. Le point technique distinctif, ce kit va interroger un back-end attaquant toutes les 3 secondes après soumission des credentials et sert dynamiquement l'un des 4 prompts MFA correspondant au challenge réel retourné par Google, réalisant ainsi un adversary in the middle en temps réel. Les adresses @gmail.com sont filtrées côté source, seuls les comptes Google Workspace sont ciblés. La campagne Ferrari, elle va utiliser une fausse page carrière avec un pop-up OAuth, redirigeant vers un faux login Facebook pour collecter des credentials grand public. Ces 2 campagnes exploitent la légitimité apparente d'un processus de recrutement existant comme vecteur d'ingénierie sociale. Alors ça vient des États-Unis, mais j'ai retenu cet article parce que tout ce qui marche aux États-Unis marchera en France à un moment. C'est une forme d'usurpation d'identité qui va cibler les systèmes d'enseignement supérieur américains qui est en forte progression. On appelle ça le Ghost Student Scam. C'est un schéma qui repose sur l'utilisation de données personnelles volées, principalement des numéros de sécurité sociale issus des fuites de données, pour inscrire frauduleusement une victime dans un établissement universitaire à son insu. L'objectif n'est pas l'accès aux cours, mais l'exploitation de dispositifs d'aide financière fédérale, la création de comptes légitimes ou la génération de dettes rattachées à une identité réelle. En un mot, prendre des faux crédits étudiants. La victime n'est généralement alertée qu'à posteriori lors de l'interception d'un remboursement fiscal ou de l'apparition d'une dette à son nom. Et d'après McAfee, ce vecteur initial documenté dans plusieurs cas est de l'exposition préalable de données dans une fuite de données.
Et sans un gel de crédit effectué par la victime, le schéma s'inscrit dans une tendance plus large d'usurpation d'identité de longue durée, distingue des fraudes opportunistes à court terme, exploitant la lenteur des processus de vérification dans les systèmes d'enregistrement académiques. C'est à lire, je ne serais pas étonné qu'il y ait un fork de ce type de fraude en Europe. La Federal Communication Commission a proposé une amende de 4,5 millions de dollars à l'encontre de l'opérateur de services vocaux Voxbeam Telecommunication pour avoir acheminé du trafic d'appels en provenance d'Axphone, un prestataire tchèque non référencé dans la Robocall Mitigation Database de l'agence. Les opérateurs américains ont l'obligation de bloquer tout trafic issu de fournisseurs absents de cette base et Axphone n'y a jamais figuré et le compte Voxbeam utilisé était inactif depuis 2018. Entre le 31 mars et le 3 avril 2025, des dizaines de milliers d'appels ont transité via cette infrastructure, usurpant les numéros des services antifraude et des services clients des Bank of America, la Chase Bank et d'autres établissements financiers. Bref, c'est l'infrastructure pour les faux conseillers bancaires. La campagne s'appuyait sur des comptes longtemps dormants pour contourner les mécanismes de détection. L'enquête a été ouverte à la suite d'une plainte déposée par un établissement bancaire dont les clients avaient reçu ces appels frauduleux. La sanction n'est pas encore définitive et Voxbeam dispose d'un délai pour présenter ses observations. L'équipe de Unit 42 de Palo Alto Networks a publié une recherche sur la sécurité des architectures multi-agents d'Amazon Bedrock, démontrant une chaîne d'attaque en 4 étapes exploitant le mécanisme de prompt injection. Les chercheurs ont d'abord développé une technique de détection du mode d'orchestration, le fameux Supervisor Mode ou Supervisor Rerouting Mode, en s'appuyant sur des artefacts spécifiques des prompt templates, notamment sur le tag agent_scenarios et l'outil agent communication _send message. Une fois le mode identifié, des payloads de reconnaissance permettent de découvrir les agents collaborateurs sans décocher les guardrails natifs via une technique d'ingénierie sociale indirecte. La phase d'exploitation démontre 3 scénarios. Extraction des instructions système d'un agent, extraction des schémas d'outils et invocation malveillante d'outils avec des inputs contrôlés par l'attaquant. Aucune vulnérabilité dans Amazon Bedrock lui-même n'a été identifiée. La surface d'attaque réside dans l'incapacité structurelle des LLM à distinguer intrusion développeur et input adversarial. Unit 42 confirme que l'activation des guardrails natifs de Bedrock bloque l'ensemble des attaques démontrées. C'est à lire, c'est un très bon document. J'ai pris beaucoup de plaisir à le lire. C'est un peu velu, mais ça vous montre déjà ce qu'on peut faire sur les prompts injections. Le CERT Santé a publié une vulnérabilité référencée sous la CVE 2026-35535 qui affecte Sudo, l'utilitaire de gestion des privilèges présents sur la quasi-totalité des systèmes Linux et Unix. Le défaut réside dans la fonction execmailer. Lors d'une condition d'erreur, Sudo tente d'abaisser ses privilèges via des appels setuid, setgid et setgroups avant d'exécuter le binaire mailer. L'échec de ces appels système n'est pas traité comme une erreur fatale. Sudo va poursuivre l'exécution du mailer en conservant les privilèges root et l'environnement de l'attaquant intact, notamment via la variable mail_config. Ce comportement permet à un attaquant d'exécuter des commandes arbitraires avec les droits root. Une seconde alerte du CERT Santé qui a publié sur une vulnérabilité référencée sous la CVE 2026-3300 qui affecte l'add-on Calculation du plugin WordPress payant Everest Form Pro. Le défaut va résider dans la fonction Process Filter. Les valeurs de champs soumises par l'utilisateur sont concaténées directement dans une chaîne de code PHP transmise à la variable eval, sans échappement suffisant. La fonction Sanitize Text Field appliquant en amont ne neutralise pas les guillemets simples ni les autres caractères significatifs en contexte PHP. Tout champ de type chaîne, texte, email, URL, select, bouton radio, appartenant à un formulaire utilisant la fonctionnalité Complex Calculation constitue un vecteur d'injection. Le point technique distinctif, c'est vraiment l'absence d'authentification requise. L'attaque est réalisable par n'importe quel utilisateur non authentifié disposant d'un accès au formulaire exposé, permettant l'exécution de code PHP arbitraire sur le serveur. Et enfin, pour clore le chapitre sur les vulnérabilités, c'est encore le CERT-FR qui nous revient, mais celle-ci je l'ai retenue parce qu'elle me plaît énormément. Une vulnérabilité référencée sous la CVE 2026-34982
Ça affecte le mécanisme du mode line de Vim, l'éditeur de texte en mode terminal, installé par défaut sur la quasi-totalité des systèmes Linux et macOS, mais aussi Unix. Les options complètes, Quit Ab Tool-Lib et Printreader, sont dépourvues du flag de sécurité P_MLE. Là, je sais que je vous ai tous perdus, mais vous allez voir ce que ça permet. Ce qu'il faut savoir, c'est que vu que ces options sont dépourvues de ce flag, ça va permettre de contourner la sandbox de Vim lors de l'ouverture d'un fichier. Par ailleurs, la fonction mapset ne comporte pas d'appel à un check secure. Ça va permettre l'enregistrement de mapping de touches dont l'exécution intervient après la sortie de la sandbox, échappant ainsi au contrôle de sécurité. Ce vecteur d'attaque est un fichier forgé contenant une mode line malveillante. L'exploitation survient à la simple ouverture du fichier dans Vim, sans aucune interaction supplémentaire de l'utilisateur, et permet l'exécution de commandes OS arbitraires avec les privilèges de l'utilisateur courant. C'est une vraie dinguerie, sachant qu'il y a encore énormément d'administrateurs sous Linux ou sous des systèmes Unix que quand ils font du Vim, ils se mettent en mode route. Ouais, vous avez tout compris, quoi. Ah, j'adore. Et voilà, ce 620e épisode se termine ici pour aujourd'hui. J'espère qu'il vous apportera toutes les informations nécessaires. Bien entendu, vous retrouverez les sources et références qui ont permis de créer ce flash info dans la description de l'épisode et sur le site de radiocesseur.org. D'ici là, on ne réfléchit pas. On patch. Prenez soin de vous. Moi, je vais aller chez le vétérinaire. J'ai mon bouvier qui va pas bien. J'ai un de mes bouviers qui va pas bien. Il est complètement à plat et je vous cache pas que il est quoi ? Il est midi. Depuis ce matin, il a pas bougé, il n'a pas été chercher son Dentatix. Enfin, c'est une publicité déguisée, c'est pas un placement de produit. Et il faut savoir qu'après la balade du matin, c'est le premier truc qu'il va faire. Donc je suis un peu inquiet. Et je sais pas si je ferai un épisode spécial ou pas cet après-midi. Je pense pas. Je vais d'abord m'occuper de mes chiens, quoi. Bon, prenez soin de vous. Je vous embrasse très fort. Au revoir.